Merci beaucoup pour cette invitation et félicitations pour cette initiative. C'est vraiment chouette que des étudiants aient ce genre d'initiative. Donc, par rapport au titre inscrit dans le programme, peut-être de façon plus précise, moi, mon objectif dans cette présentation, c'est, on va dire, de voir comment les paiements pour services écosystémiques interrogent la philosophie de l'environnement et notamment interrogent deux champs de la philosophie de l'environnement qui sont l'éthique environnementale, qui s'intéresse plutôt aux valeurs de la nature, et la justice environnementale, qui s'intéresse plutôt aux effets de distribution, de coûts et de bénéfices liés aux transformations de l'environnement dans les populations humaines. Je parlerai de services écosystémiques, consciente de la distinction que Alain a proposée, mais considérant que moi je m'intéresse très particulièrement au paiement pour services écosystémiques sous forme de servitude, où il est donc question d'inciter, de rémunérer des bonnes pratiques qui permettent aux écosystèmes de délivrer par eux-mêmes les bénéfices aux populations humaines qui en dépendent. Et malheureusement, je vais devoir partir à 6 heures, donc je ne pourrai peut-être pas assister à la discussion complètement, mais c'est vrai que la distinction entre services environnementaux et services écosystémiques n'est pas triviale, et la question de l'action et de l'omission des activités humaines dans la provision des services écosystémiques est parfois très très difficile à définir. Donc j'espère que vous aurez le temps peut-être de revenir sur cette distinction. Donc, j'essaierai de vous proposer une discussion en 4 points. Le premier va être traité rapidement, vu qu'il recoupe beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Les paiements pour services écosystémiques, un nouveau dispositif. Alors c'est un dispositif qui se situe dans un contexte politique et écologique particulier et qui, on va dire, a cette caractéristique que on réalise dès les années 30-40, mais de façon accrue à partir des années 70, qu'il y a une crise de la biodiversité. Et on peut dire et à la fois qu'il y a une crise de la biodiversité, à la fois qu'il y a une crise de la pauvreté. Et dans un premier temps, conservation de la biodiversité et réduction de la pauvreté ont souvent été considérés comme des objectifs antagonistes, et notamment parce que les premières grandes mesures de conservation, qui d'ailleurs ont été des mesures relativement efficaces d'un point de vue strictement écologique, ont été du design, du dessin de réserves naturelles, avec des mesures de réduction des libertés ou des usages sur les réserves naturelles, voire même d'exclusion des populations locales. Et donc cette stratégie, si elle est efficace du point de vue de la conservation, a souvent eu, ou en tout cas on considère et on la critique souvent du point de vue négatif qu'elle a eu en termes de réduction de la pauvreté, et posait donc des problèmes de justice, notamment parce qu'elle prive les populations locales de certaines options en termes d'usage des terres, de prélèvement des ressources ou de développement. Les coûts et les bénéfices de ces politiques, on va dire, traditionnelles de mise en réserve, sont d'autant plus problématiques qu'ils sont extrêmement mal répartis. On a généralement des bénéfices pour ce qu'on a en tête en général quand on critique ce premier temps de l'environnementalisme. C'est quelque chose comme une élite internationale et occidentale qui veut du tigre en Inde, de l'éléphant en Afrique, et donc il y a des bénéfices esthétiques, moraux, spirituels pour une élite internationale distante, et des coûts immédiats, voire vitaux pour des populations locales démunies. Donc effectivement, si la conservation de la biodiversité, c'est ça, c'est problématique, et c'est un petit peu dans cette ambiance de suspicion quant à la compatibilité possible de conservation et de développement que se sont développées différentes approches alternatives, notamment dans le cadre ça fait partie notamment des choses contenues à cœur au sein de la Convention sur la diversité biologique au moment de la COP7, et de façon très explicite et très assumée dans le cadre de l'adoption des objectifs du millénaire en 2000, et qui vise à réconcilier conservation de la biodiversité et éradication de la pauvreté.
Donc je pense qu'un des attraits de ces paiements pour services écosystémiques vient de l'idée qu'ils nous donnent de la possibilité de réconcilier conservation et développement, ou en tout cas conservation et réduction de la pauvreté. Donc la logique des PES, on l'a dit, le fonctionnement des écosystèmes produit un certain nombre de bénéfices plus ou moins distants, qu'on appelle des services écosystémiques. Et ces bénéfices ont la structure d'externalités positives, dans la mesure où ils ne bénéficient pas, ou pas seulement aux propriétaires quand il en existe des écosystèmes en question, mais peuvent produire des bénéfices distants. Certains de ces bénéfices sont tellement distants qu'on peut parler de bénéfices globaux, et c'est le cas particulièrement de la régulation du climat via l'absorption ou le stockage de carbone dans le contexte des changements climatiques. Or, ces services écosystémiques, on l'a dit, n'ont pas de prix, ne sont pas sujets à des échanges marchands, d'où une propension des acteurs privés à négliger leur entretien et donc à négliger l'entretien de ces services écosystémiques au profit d'activités plus économiquement rentables, comme la mise en culture des terres ou la déforestation. L'idée sous-jacente, elle a été mentionnée plusieurs fois, c'est d'internaliser ces bénéfices, ces externalités positives dans les processus de prise de décision économique afin de créer des incitations pour les acteurs économiques qui détiennent des droits ou des privilèges sur certains types d'écosystèmes, afin d'en garantir un accès, une production et un accès optimal. Donc, je vais passer rapidement là-dessus, mais effectivement, si on pouvait faire des marchés de services, peut-être qu'avec la main invisible, tout s'optimiserait parce que les acheteurs et les vendeurs se rencontreraient et optimiseraient les échanges, mais ce n'est pas le cas pour différentes raisons structurelles, presque intrinsèques à ce qu'est un service, et notamment pour n'en mentionner que quelques-unes. Les services écosystémiques sont des choses complexes, qui sont très peu identifiables, compartimentables. Il est très dur d'imaginer quelque chose comme des unités d'échange dans le contexte de la provision de services écosystémiques, bien que sur certains services limité, et en fait celui qui marche actuellement et qui ne marche pas d'ailleurs, mais qui est en marche sans marcher, sans fonctionner, c'est celui du carbone, où on a réussi à s'entendre sur quelque chose comme une unité d'échange qui serait la tonne de carbone dont l'émission serait évitée. Donc voilà, mais globalement, c'est des choses beaucoup trop diffuses et beaucoup trop complexes pour donner lieu à des échanges sur un marché. De plus, et ça rentre avec la question de la complexité du fonctionnement des écosystèmes, en général, les services fonctionnent par compromis et synergie. Et donc, on peut difficilement distinguer, par exemple, à l'intérieur du fonctionnement d'un écosystème, ce qui va impliquer de l'absorption de carbone, ce qui va impliquer de la régulation du cycle de l'eau, ce qui va impliquer de l'identification culturelle, etc. Bon, pour toutes ces raisons, la mise en marché stricto sensu est relativement difficile, voire impossible, ou quand elle est de façon tellement réductrice que ce n'est pas très intéressant. Et les paiements pour services écosystémiques offrent une alternative à un marché à proprement parler du service écosystémique. Dans la majorité des cas, c'est des États ou des organisations ou des institutions, qu'elles soient des ONG, des institutions internationales, qui vont jouer le rôle clé d'intermédiaire entre bénéficiaires et fournisseurs de services écosystémiques. Elles vont mobiliser les ressources des bénéficiaires et les redistribuer aux fournisseurs à travers différentes formes de contractualisation.
Bon, c'est pour le contexte général. On a mentionné plusieurs fois que les paiements pour services écosystémiques étaient en vogue, en particulier dans le contexte international, et on les crédite de nombreux avantages qui ont été évoqués pour certains déjà dans notre discussion. Ah, mais j'avais peut-être des diapos avec ça. Excusez-moi. Ah bah oui, c'est plus facile à suivre pour vous. Je suis désolée. Non, peut-être pas. Des nombreux avantages. Pour n'en citer que quelques-uns, la réduction de la pauvreté et de la vulnérabilité des populations locales, l'accroissement des capacités des populations locales à gérer de façon durable leurs ressources, le financement de la conservation qui peut éventuellement permettre d'autofinancer certains systèmes de financement. Là, pour le coup, c'est dans des contextes spécifiques où on se rapproche du marché de services écosystémiques. Et enfin, une efficacité écologique accrue du fait de l'acceptabilité sociale de ces mécanismes par rapport à des mécanismes qui seraient strictement coercitifs. Donc, du point de vue de l'éthique environnementale, on va dire que c'est un petit peu cette petite branche de la philosophie qui s'est développée depuis les années 70, qui s'est questionnée sur la valeur soit de la nature, soit de certains types d'entités naturelles, et notamment qui a remis en cause ce qu'on appelle l'anthropocentrisme, l'idée que seuls les êtres humains auraient une valeur en eux-mêmes et indépendamment de l'utilité qu'ils ont pour d'autres entités qu'eux-mêmes. Et les entités non humaines, qu'il s'agisse des animaux, des organismes vivants ou d'entités collectives comme les espèces, les écosystèmes ou la biosphère dans son ensemble, n'auraient de valeur qu'instrumentale, c'est-à-dire des valeurs à la mesure de l'utilité qu'ils rendent aux êtres humains. Donc ça, c'est, on va dire, le grand cadre anthropocentrique dans lequel se développe la pensée occidentale. Et effectivement, dans paiement pour services écosystémiques, il y a services écosystémiques. Et les services écosystémiques, Denis l'a bien montré, c'est quelque chose qui émerge et qui prend vraiment sa maturité conceptuelle et intellectuelle avec le Millennium Ecosystem Assessment qui est publié en 2005, dans lequel le cadre conceptuel offre une vision du monde qui ratifie de façon extrêmement forte un anthropocentrisme décomplexé, dans lequel on a d'un côté la vie sur Terre, la biodiversité, de l'autre les êtres humains, les sociétés humaines et les constituants de leur bien-être, un certain nombre de flèches unidirectionnelles qui vont toutes des écosystèmes vers les êtres humains, avec des épaisseurs et des couleurs variées, mais qui permettent de capturer comme ça l'ensemble de nos relations aux vivants non humains, qui seraient des relations d'aspiration de bénéfices qui seraient produites par les écosystèmes et absorbées par les sociétés humaines. Donc, si vous voulez, le sens des flèches et la distinction entre ces deux cadres bien séparés sont une sorte de visualisation très rudimentaire d'une vision du monde qui séparerait les êtres humains et le reste du vivant non humain, d'une part, et qui hiérarchiserait ou asservirait le vivant non humain aux humains via la directionnalité des flèches. Donc bon, ben voilà, ça, si vous voulez, du point de vue de l'éthique environnementale, même s'il y a beaucoup de courants, c'est quelque chose qui vient assez vivement et assez fort heurter les philosophes qui ont essayé de penser de façon différente notre rapport à la nature ces derniers temps. Au-delà de cette espèce d'anthropocentrisme qui s'impose un peu comme une pétition de principe, c'est vrai que la question du plus précise, pas simplement des services écosystémiques, mais des paiements pour services écosystémiques, appelle un peu de réflexion sur notre rapport à la nature. Notamment, et ça revient à cette question aussi entre paiement pour services écosystémiques et paiement pour services environnementaux, comment penser une rémunération, donc pour des individus ou des collectifs humains, sans travail ni capital? Quel est le sens d'une rémunération
en tout cas dans notre système économique actuel, qui ne vient rémunérer ni travail ni capital, qui ne relève pas d'un surplus coopératif et qui s'installe dans un régime d'appropriation, enfin qui s'installe là où il n'y avait a priori pas de régime de propriété et de propriété légitime préexistant. En effet, le travail des alors il ne faut pas parler des abeilles domestiques, mais le travail des pollinisateurs sauvages n'appartient a priori, pour l'instant on n'a pas régi de régime de propriété, par exemple, sur le travail des pollinisateurs sauvages. Peut-être que c'est quelque chose à penser, mais pour l'instant on n'a pas de réponse sur la propriété légitime, si ce n'est cette pétition de principe de la possibilité de s'approprier a priori le travail, par exemple, des entités non humaines. Ensuite, une vision économiciste de la nature qui est véhiculée très fortement d'abord dans le champ lexical qui est utilisé dans le monde, on va dire, des paiements pour services écosystémiques et plus largement dans ce nouvel environnementalisme qui va tenter d'optimiser la provision en services écosystémiques tout en maintenant un capital naturel durable, etc. Donc, d'un point de vue strictement technique, Alain a fini par me convaincre, mais ce n'est pas le seul, que beaucoup de PSE, pas tous, ne sont pas des instruments de marché, ne sont pas des marchés. Ce qui se dit beaucoup dans la littérature, c'est pas tant que ce soit des marchés de services écosystémiques, mais plutôt que c'est des outils de conservation inspirés du marché. Donc ils sont inspirés du marché d'abord dans le champ lexical qu'ils décident d'utiliser, et même si ce ne sont que des mots, les mots ont une puissance, les mots véhiculent un certain rapport au monde qu'il convient d'interroger. Ensuite, cette vision économiciste, elle va au-delà dans la conception du fonctionnement des écosystèmes, où effectivement, cette idée, par exemple, qu'on ait un capital naturel, en gros, c'est les écosystèmes, qui génèrent des flux, en gros, c'est les services, un peu avec une sorte d'analogie thermodynamique entre circulation des flux financiers, circulation des flux de services, circulation des flux énergétiques, et quelque chose qui imprègne de plus en plus la vision des écosystèmes. Et puis enfin, dans un contexte politique et économique fortement imprégné de néolibéralisme, et je dis bien imprégné plus que influencé, c'est qu'on est beaucoup dans des sortes de prophéties. Si on regarde exactement comment fonctionnent nos institutions aujourd'hui, elles ne sont pas néolibérales. Mais par contre, les métaphores, l'usage qu'on fait des mots et des sortes de normes rampantes de ce que c'est que l'efficience, la qualité des politiques publiques, etc., sont imprégnés d'un néolibéralisme ambiant. Dans un tel contexte politique et économique, la question du financement des PSE mérite d'être posée sérieusement. Et effectivement, on a déjà, et je gage que ça va continuer à se développer, beaucoup de PSE qui sont financés par des mécanismes de marché, donc qui sont financés notamment dans le cadre du RED par des mécanismes de marché d'échange de crédit carbone, ou de plus en plus par des mesures compensatoires où on va avoir en gros des actifs de nature qui vont permettre de financer des paiements pour services. Donc évidemment, le PSE n'est pas intrinsèquement un marché, ne crée pas un marché. Par contre, il s'installe dans un contexte économique et politique qui pourrait favoriser le financement des PSE par le marché. Enfin, à nouveau du point de vue de l'éthique environnementale, on pourrait être un non-anthropocentriste pragmatique qui dirait si ça marche, tant pis pour les métaphores, tant pis s'ils croient qu'ils sont anthropocentriques mais qui me sauvent des baleines et des lichens, moi je m'en fiche. Mais comme ça a été évoqué, le bilan en termes de biodiversité est très mitigé. D'abord, il est très difficile à évaluer. Et ensuite, on a identifié des problèmes,
des limites d'efficacité, notamment au fait qu'aujourd'hui la plupart des PSE fonctionnent en se basant sur les coûts d'opportunité. Autrement dit, on va rémunérer le manque à gagner pour inciter à ne pas agir de façon néfaste aux écosystèmes, et que ces coûts d'opportunité vont être les plus faibles là où les menaces sont les moins importantes. Et qu'il va donc y avoir souvent, pas toujours, mais des décrochages entre les priorités écologiques et l'efficacité économique des PSE. Enfin, et c'est un problème majeur dans un contexte comme celui de la protection de la biodiversité, l'absence de sécurisation dans le temps. Comme le disait Alain, on est sur de la suspension de droits de propriété et pas sur du transfert de droits de propriété, par exemple. Et avec des mécanismes de financement qui viennent de plus en plus éphémères, l'absence de sécurisation dans le temps doit nous rendre extrêmement précautionneux quand on essaye d'évaluer les avantages et les bénéfices de tels mécanismes, du point de vue de la biodiversité. Du point de vue de la justice environnementale, donc de cette partie de la... Alors, et du coup, c'est une toute petite... confusion de sens, parce que j'avais parlé du fait que je parlerais de justice. C'est la justice au sens où on entend en philosophie toutes les questions qui concernent le juste et l'injuste, la bonne répartition des biens, de la participation, etc. Et pas la justice au sens légal du terme. Donc là, je parle pas du droit de l'environnement, mais de manière beaucoup plus générale de la question de la répartition à la fois des coûts et des bénéfices, mais aussi de la participation des individus dans les processus décisionnels. En ce qui concerne les questions environnementales, du point de vue de la justice environnementale, plusieurs problèmes ont été soulevés ou mériteraient de l'être autour de cette question des PSE. D'abord, la question de l'identification des bénéficiaires et des fournisseurs. Si on considère les services écosystémiques globaux, par exemple, comme des biens communs de l'humanité, donc des biens communs, ce seraient des choses qui ne sont pas appropriables et qui ne sont pas disponibles à l'appropriation, on peut considérer qu'ils ont de tout temps été tels et donc qu'ils étaient communs avant appropriation par des propriétaires privés. Donc là, il y a un moment où il va y avoir une sorte de rush, de course à l'appropriation de biens qui n'étaient pas appropriés auparavant. Et il faut s'interroger sur les acteurs qui vont être les plus aptes, les mieux disposés à gagner cette course à l'appropriation de biens qui n'étaient pas auparavant. La question des inégalités globales et des inégalités locales, vous me direz si je me trompe, mais je pense qu'effectivement les PSE se sont déployés et ont beaucoup gagné en intérêt et en crédibilité parce qu'on les voyait notamment comme des outils, entre autres, si ce n'est de réduction des inégalités, en tout cas des outils favorables à une plus grande justice entre Nord et Sud, et en se disant qu'aujourd'hui, alors il y a cette grande question de la dette, les pays développés ne peuvent pas imposer ou ne devraient pas imposer un frein au développement à des pays du Sud qui ont déjà été largement pillés, colonisés, asservis, etc., mais qui sont aujourd'hui souvent les grands réservoirs, les grands enjeux de biodiversité, d'abord pour des raisons strictement biogéographiques, les zones tropicales sont des zones hyper riches, mais aussi parce que les pays du Nord ont très largement entamé, pour ce qui concerne la forêt par exemple, les forêts anciennes, etc. Donc effectivement, il y a cette possibilité d'un coup de se dire, bon, on a quelque chose comme un bien commun global, notre climat, la biodiversité, etc. Et si on veut le préserver, c'est aux riches de payer pour ça. Ce qui se passe malheureusement, c'est que on se rend compte que je vais revenir dessus dans la prochaine diapo. C'est les récipiendaires, ceux qui vont avoir les moyens de se mobiliser pour devenir récipiendaires de paiement pour services écosystémiques, sont rarement les populations défavorisées des pays défavorisés.
Donc si on fait un petit bilan en termes de justice et qu'on regarde les différentes dimensions, et c'est pas exhaustif de la justice, la première question qu'il faut se poser, c'est une question en termes d'équité dans l'accès à ces nouveaux dispositifs. Et cet accès, il va être limité ou favorisé par deux facteurs. D'abord, l'accès aux terres ou aux ressources forestières pour les dispositifs qui visent plus directement la lutte contre la déforestation. Cet accès aux terres, il va être indexé à des régimes de propriété, soit privés, soit collectifs. Mais comme ça a été mentionné précédemment, on va avoir les acteurs les plus favorisés qui sont déjà propriétaires, déjà titulaires de droits, qui seront les mieux positionnés pour s'inscrire dans des mécanismes de paiement pour services écosystémiques. Et puis ensuite, et peut-être qu'on y pense un peu moins intuitivement, mais en réalité, c'est un frein ou un facilitateur énorme, l'accès à l'information, aux connaissances, aux compétences administratives, parce qu'effectivement, on est aussi sur de la grosse bureaucratie. Alors c'est vrai que moi, j'avais regardé plus précisément sur les RAID et tous les projets, tous les mécanismes de paiement pour services écosystémiques ne sont certainement pas aussi lourds administrativement que les RAID, mais dans ce que tu mentionnais, avec Natural Conservancy, on est quand même sur du gros montage administratif lourd. Ah, mais bon, quels que soient les projets, on est aussi dans une surbureaucratisation des mécanismes de protection de l'environnement. Et face à ces nécessités administratives, tous les acteurs ne vont pas se trouver égaux. Et notamment, la couverture locale par des ONG va être déterminante et va dépendre d'autre chose que de la pauvreté réelle ou de la biodiversité réelle. Elle va dépendre des aléas historiques, biographiques parfois, qui font que certains secteurs sont des aléas coloniaux aussi, on sait de quoi on parle, que certains secteurs vont être beaucoup plus susceptibles de s'intégrer dans des mécanismes comme ça que de l'autre. Équité dans la participation au processus décisionnel aussi. La justice, c'est pas juste une question de distribution de coûts et de bénéfices, c'est aussi une question d'opportunité de décider, de participer aux décisions qui vont affecter les individus et les groupes. Et là encore, il y a des études qui essayent de montrer les limites en dépit de la bonne volonté, notamment des ONG, de faire du participatif quand il s'agit de designer des contrats de paiement pour service. Tous les acteurs ne vont pas avoir le même accès à ce design. Et puis équité dans la distribution des bénéfices. Notamment avec un biais, alors je pense à une étude particulière sur la perception de la justice. Donc la répartition stricte, qui va vraiment obtenir ces paiements? Est-ce que quand on n'a pas, par exemple, de régime de propriété privée, la façon dont le collectif va s'organiser et va devenir bénéficiaire ne va pas simplement renforcer des inégalités préexistantes en termes d'ascendance, par exemple, des chefs de tribus sur le groupe, ou des hommes sur les femmes, ou d'un certain groupe ethnique par rapport à un autre groupe ethnique, etc. Et puis ensuite, c'est une étude qui était assez intéressante, qui a été faite au Rwanda. Pas simplement cette justice distributive que nous, on pourrait considérer en se disant, je ne sais pas, le plus juste, c'est par exemple que ceux qui en ont le plus besoin ou qui sont le plus méritants soient le mieux rémunérés, mais aussi la perception de la justice de cette répartition par les acteurs eux-mêmes. Alors, je le cite de façon strictement anecdotique, mais c'est un papier de Martin et Al, ou Martine et Al, je ne sais plus, en 2013, qui montre qu'il y a un grand décalage entre la perception théorique d'une rémunération juste. Donc nous, en filant de la justice, on a des grandes théories pour dire que la justice, il faut la fonder soit sur
la base des besoins, soit sur la base du mérite, soit sur la base des coûts d'opportunité, par exemple. Et la perception locale, dans la situation qu'ils ont étudiée, ils se sont rendus compte que pour les individus concernés, la répartition la plus juste était une répartition strictement égalitaire, indépendamment des besoins et indépendamment du mérite. Autrement dit, qu'il valait mieux donner la même chose à tout le monde, quelle que soit l'action réelle sur le service écosystémique, qui était en l'occurrence une incitation à limiter le braconnage, je pense, de viande de brousse. Et c'est assez intéressant d'un point de vue culturel aussi de se demander, donc ils se disaient, il faut qu'on soit payés tous pareil, peu importe finalement qu'on continue à braconner ou pas. Alors les auteurs, mais c'est une hypothèse qu'ils font, se demandent dans quelle mesure la préférence d'une distribution égalitaire pour la communauté locale ne s'explique pas par la crainte des insatisfactions et des conflits que pourrait engendrer une rémunération inégalitaire, par exemple basée sur le mérite. Bref, pour conclure, c'est assez intéressant pour moi, et c'est un travail vraiment en cours, inachevé, de voir comment ces deux champs de la philosophie de l'environnement, que sont l'éthique environnementale et la justice environnementale, peuvent se compléter dans cette analyse critique des paiements pour services écosystémiques, alors qu'elles sont traditionnellement totalement hermétiques, voire antagonistes. En gros, l'éthique environnementale s'intéresse à la nature, la justice environnementale s'intéresse aux êtres humains, et les deux communautés se parlent très peu. Et dans le contexte des paiements pour services écosystémiques, il y a une sorte de convergence des critiques, notamment parce qu'on se retrouve dans des contextes internationaux et surtout interculturels, où une certaine vision de la nature, et notamment de la nature comme fournisseuse de biens et services, peut devenir hégémonique et s'imposer au nom de la protection de la biodiversité et de la réduction des inégalités à des populations dans lesquelles elle est totalement incongrue. De façon plus indirecte, et du coup je suis contente parce qu'on en a beaucoup parlé cet après-midi, il me semble qu'on assiste vraiment à travers les PSE, mais à travers un ensemble d'inflexions dans le discours environnemental, à un changement de régime motivationnel. Donc moi j'étais trop petite pour me battre, mais disons que ça fait 50 ans qu'on se bat pour essayer de mettre à l'ordre du jour la question de la biodiversité, de la nature, des espaces naturels, et on l'a fait avec un certain succès. On a quand même des grands traités internationaux, on a quand même un certain nombre de lois, on a des réserves, on a des parcs nationaux, donc il y a quand même eu beaucoup de progrès ces 40 ou 50 dernières années en ce qui concerne la protection de la nature, et beaucoup d'entre eux se sont faits par du réglementaire et de façon totalement inefficiente d'un point de vue économique. C'est-à-dire que si on regarde ce que c'est qu'un parc naturel en France, c'est un non-sens économique. On décide de patrimonialiser quelque chose de façon imprescriptible. Et les grandes avancées, si on regarde aux États-Unis, qu'on imagine comme les grands promoteurs du néolibéralisme, etc., la loi sur les espèces en danger, la loi sur les espaces de nature sauvage, sont des lois qui n'ont aucune rationalité économique, ni au niveau de la justification, ni au niveau de la mise en œuvre. Je pense qu'il y a un glissement actuel assez massif et qui pourrait avoir des effets dramatiques sur le régime motivationnel. Parce que même s'il y a quelques succès, quelques acquis, c'est pas gagné. Et il me semble que du point de vue de la motivation, minimiser, voire décrédibiliser ou infantiliser un discours désintéressé et extra-économique de notre responsabilité vis-à-vis de la nature me semble extrêmement dangereux dans la situation actuelle. En effet, quelle est cette situation actuelle ?
On parle d'une 6e extinction de masse, on parle des changements climatiques, on a beaucoup parlé d'eau, on a des chiffres complètement effrayants en termes de pollution et de raréfaction des ressources en eau potable. Le tout dans un contexte de crise financière et économique chronique et globale. Il me semble qu'il faut absolument qu'un tel niveau, pas simplement d'urgence, parce que l'urgence, est-ce que c'est 5 ans, 10 ans, 100 ans, mais un tel niveau, un tel schisme dans la façon dont on peut considérer l'avenir et la civilisation devrait inviter à repenser des choses assez fondamentales, comme la notion de propriété privée, comme le contenu, l'extension des biens communs, comme les devoirs de justice des plus riches envers les plus pauvres, comme la responsabilité morale des êtres humains vis-à-vis de la nature et des entités naturelles. Et par rapport à ces grandes questions-là, pour moi, les paiements pour services écosystémiques et d'autres types de pansements et d'outils extrêmement conservateurs, à la fois sur la vision de la nature et à la fois sur les outils économiques, sont au mieux des pansements et au pire des écrans de fumée qui vont reculer le moment nécessaire où effectivement certaines questions vont être posées. Donc voilà, c'est un petit peu ça que je voulais dire. Et du coup, juste parce que je suis très frustrée de ne pas pouvoir participer à la discussion, puis je me sens un peu lâche de lancer des trucs comme ça. Mais par exemple, autant, tu vois, Alain, moi j'entends tout à fait, je trouve que d'un point de vue technique, ta qualification des paiements pour services écosystémiques, des services environnementaux, et la façon dont tu l'adosses à la question du droit de propriété, techniquement, je la trouve parfaitement éclairante. Mais le côté écran de fumée, c'est de se dire, d'accord, mais est-ce que la notion de propriété et les droits afférents ne méritent pas, par exemple, d'être de façon assez radicale repensés dans un contexte de crise environnementale ? Et en fait, on le fait. Donc, en effet, on va dire à droit constant et à économie constante, je pense que c'est un outil assez pas pire que d'autres. Mais il me semble qu'il ne faudrait pas qu'il bloque les imaginaires et les possibilités de réforme et de révolution, peut-être, sur des questions aussi fondamentales que la propriété privée. Je donne un deuxième élément de discussion, parce qu'en fait, pendant toute la discussion, ça m'est revenu. Cette question de l'additionnalité, donc en gros, il faut que ce soit mieux que si on n'avait rien fait, mais en fait, on fait jamais. C'est pas possible qu'on fasse rien. Donc, il faut établir un baseline, il faut établir un scénario alternatif pour savoir si un PSE fonctionne, est efficace. Il faut savoir ce qui se serait passé sans PSE. Mais quand on essaye de savoir ce qui se serait passé sans PSE, ce qui se passe dans les études, soit on fait du business as usual, mais la vérité, c'est pas ça, parce qu'on est quand même dans un contexte de pression, et donc il n'y a plus de business as usual possible. On le sait, pour plein de ressources. Donc, soit on le fait sur un scénario de business as usual, soit il faut essayer d'imaginer ce qui se serait passé si on n'avait pas mis des PSE. Et moi, il me semble qu'indépendamment du test d'efficacité des PSE, quand on met un outil en place, essayer d'imaginer ce qui se passerait si on ne l'avait pas, et notamment quelles seraient les choses tellement plus efficaces, comme plus de réserves, plus de réglementation, des lois plus coercitives. Non, je rigole. C'est quelque chose, c'est un exercice important auquel il faut et auquel les économistes doivent s'astreindre, y compris dans des évaluations économiques de l'efficacité des PSE. Donc juste, c'était pour revenir sur cette histoire de la baseline. En fait, le business as usual n'est pas une baseline possible. Donc quand on essaye de savoir si c'est efficace, il faut surtout se demander efficace par rapport à quoi, et de quoi est-ce que ça nous empêche peut-être de développer des outils comme ça. Voilà, je vous remercie pour votre attention. En plus, on m'a dit qu'il y avait un super buffet. Non, en fait, je covoiture, j'ai prévu. Très bien, donc merci pour cette présentation.
Maintenant, si vous le voulez bien, nous allons passer à la table ronde, c'est-à-dire que nous invitons les intervenants à monter sur scène. Très bien, oui, merci. Pour continuer la discussion. Comme ça, nous allons pouvoir réagir ensemble au discours de Virginie Maris et à l'ensemble des discours qui ont été tenus au cours de ce colloque. Nous invitons par ailleurs Julien Delors, que nous avons fait venir de l'Université de Toulouse. Il est donc philosophe de la nature et s'intéresse plus particulièrement au concept de biodiversité. Et nous invitons également M. Belkins, du coup, de la Banque mondiale, qui semble intéressé pour nous parler de sa vision des paiements pour services environnementaux. Est-ce que le micro il marche? Est-ce que les micros marchent? On ne veut pas laisser la Banque mondiale sur un. Est-ce que ces micros fonctionnent ou pas? Non, la Banque mondiale n'a rien à voir dans le monde. Ah, ça va. Ça nous rassure. Ouais, ces micros fonctionnent. Donc, premièrement, est-ce que dans le public, certaines personnes auraient des questions sur une intervention ou sur l'ensemble des présentations, des points qui ont pu être éclaircis au fur et à mesure ou qui n'ont peut-être pas été assez éclaircis, ou des relations qui manquent entre les interventions, peut-être qui pourraient être faites, je ne sais pas. Bonjour, du coup, j'ai bien apprécié la dernière intervention et en fait, j'avais plutôt un avis négatif sur tous ces sujets-là avant de venir, sans trop y connaître grand-chose. Au fur et à mesure, je me disais, bon, finalement, c'est pas si mal et finalement, la conclusion, c'est que ça fonctionne pas en fait. Donc, est-ce qu'il y aurait quand même d'autres manières, enfin, en tout cas, des projets alternatifs qui auraient été pensés par, je sais pas, par d'autres choses, on n'en a pas du tout parlé, donc voilà. Oui, est-ce que, par exemple, Julien Delors, est-ce que vous avez une idée là-dessus? Ou, ouais, d'accord. D'abord, je voudrais surtout pas vous donner l'impression que je pense que ça marche pas. Je pense qu'il faut... les éléments que j'ai évoqués d'un point de vue, on va dire, du rapport à la nature et du point de vue de la justice environnementale, pour moi, sont des éléments critiques. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dézinguer tout projet de PSE parce qu'on n'est pas sûr que c'est éthiquement et au niveau de la justice acceptable. Il s'agit d'être extrêmement attentif aux effets de ces mécanismes sur notre rapport à la nature et sur notre rapport à la justice. Donc, je modère un peu mon propos en disant que c'est surtout trouver des éléments de réflexivité par rapport à ça. Et pour moi, et je dirais que c'est plus vrai de la notion de service écosystémique que des PSE, parce qu'en fait, on n'a parlé que de ça cet après-midi, donc on peut donner l'impression que c'est hyper important et que toute la conservation aujourd'hui attend des PSE qui sauvent la nature. Non, faut pas rêver, on est loin de ça. Les PSE restent quand même des outils qui sont marginalement mis en œuvre sur, en général, des services assez spécifiques. Et en gros, l'eau et le carbone, c'est ce qui se fait vraiment. Ce que je crains énormément, et ça, pour la notion de service écosystémique, je l'ai vraiment vu à l'œuvre ces 10 dernières années, c'est l'hégémonie d'un seul discours, d'un seul mécanisme, d'une seule façon de voir le monde, dans des
situations qui sont extrêmement diverses, extrêmement complexes. Et c'est sûr que, je ne sais pas si vous faites un peu de gestion, quand on parle de gestion adaptative ou quoi, si de façon internationale, on décide qu'il y a une solution miracle et qu'on l'applique partout et qu'on attend 50 ans pour savoir si effectivement le miracle est advenu, on a beaucoup de chances de se casser la gueule. Donc moi, en gros, mon propos n'est pas de dire qu'il n'y a pas de PSE qui tiennent la route, par exemple. J'aimerais bien qu'au niveau des mesures agri-environnementales, on le pense sérieusement comme des PSE et qu'on le fasse dans des conditions de succès des PSE, avec de l'additionnalité, avec un vrai souci d'éviter les effets d'aubaine, etc. Donc, quand on en fait, ce serait intéressant de le faire de façon efficace. Le problème, c'est d'imaginer que ça puisse solutionner tous les problèmes. Et notamment, ça je reste convaincue là-dessus, adosser la conservation à la finance. Et c'est ça qui se passe dans les PSE et c'est ça qui se passe aussi dans les mesures compensatoires. C'est irresponsable. C'est irresponsable aujourd'hui. À la finance au sens des systèmes financiers qui sont des acteurs majeurs dans les deux mécanismes. Si je peux me permettre quand même, c'est quand même paradoxal que ce soit moi économiste qui c'est à front renversé presque, parce que tu es philosophe et tu endosses le discours effectivement de l'efficacité, puisque tu dis c'est pas additionnel. C'est rigolo parce qu'il y a tout un débat en ce moment pour savoir si les PSE, on doit vraiment vérifier l'additionnalité avec tous les coûts de transaction que ça entraîne, parce qu'il faut vérifier que les gens ne te mentent pas, qu'il n'y ait pas une asymétrie d'information. Donc dès qu'on veut être efficace, on fait exploser les coûts, donc on n'est plus efficient puisqu'on fait exploser les coûts de transaction. Donc il y a un problème. Et puis en réalité, quand les gars du Costa Rica ils nous disent mais on n'a pas fait ça pour ça, on a fait ça pour des raisons. Alors d'abord, on veut récompenser les bons comportements. Alors dès que tu passes dans la logique, il faut récompenser, non plus compenser. Comment tu peux pas poser la question de l'efficacité de la même manière, puisque tu récompenses des gens pour persévérer dans leur être, etc. Et tout ça. Tu as des gens qui disent non, il faut payer les communautés qui sont, il faut pas suivre vendeur, il faut payer les gens parce que ils ont de bons comportements et ça crée du capital social. C'est une manière de reconnaître ceci, etc. Est-ce que c'est efficace ou pas? Tu vois, c'est toi qui es économiste. Pourtant, c'est moi qui, en principe, est le bandeau ici. Puis Costa Rica, il dit non, il dit on fait ça pour des raisons d'éducation, comme ça les gens prennent conscience de l'importance des arbres dans les systèmes de culture, etc. Et donc ils ont envoyé bouler tous les économètres américains pour leur dire non, mais de toute façon, vous posez votre question est mal posée. Effectivement, vous mesurez quelque chose qui n'était pas notre intention. Donc voilà. Donc je suis surpris par la manière dont le discours économique t'a saisi, alors que théoriquement, ta profession, c'est d'être critique de ce discours. J'ai parlé d'efficacité et d'additionnalité dans le cadre des mesures agri-environnementales. Donc on est dans le cadre de la PAC, qui n'est pas... à mon avis, en termes culturels et social, un contexte comparable au contexte costaricain dont tu parlais. Et c'est un peu pour faire amende honorable, peut-être que j'ai dit ça. Ouais, je peux. Donc j'interviens dans ce débat. Je suis ici en congé, d'accord ? Et je ne suis pas là en tant que représentant du tout de la Banque mondiale. Et de toute façon, à la Banque mondiale, je suis à la direction de l'évaluation des activités de la Banque mondiale pour faire rapport au conseil d'administration qui représente l'ensemble des pays membres. Donc c'est une évaluation qui se veut générale de toutes les activités de la Banque, sans l'a priori de préférence et surtout pas l'a priori de la Banque mondiale, et qui est représentée ici par ce discours. Donc, je dirais que, comme je l'ai dit tout à l'heure en posant ma question, le problème est du cadre dans lequel on se met pour l'évaluation. Quels sont les critères, par rapport à quelles valeurs, par rapport à quoi? On ne peut parler sans avoir des valeurs. Alors, si on veut se mettre en dehors du cadre strictement de celui qui est le nôtre depuis environ 4 à 5 siècles, on va aller du côté de la philosophie. Et le cadre est beaucoup plus vaste, et parce que comme il y a des étudiants ici, c'est de la philosophie, ou c'est une conception du monde la plus ouverte possible, ouvrir l'esprit des étudiants. Parce qu'il y a essentiellement des étudiants, et c'est eux qui l'ont demandé, qui l'ont organisé. Donc je crois qu'il est très important d'avoir eu cette approche philosophique, et c'est également la même que la mienne, lors des évaluations, parce que le conseil d'administration veut savoir, de la Banque mondiale, veut savoir ce qu'il en est. Donc il n'est pas question d'adopter
a priori le point de vue d'un cadre restreint qui est celui de la Banque mondiale et qui finance tout ce monde-là et qui a donc des perceptions bien particulières. Alors, je pense que le cadre qu'a fixé Madame, je ne la connais pas, mais je ne connais pas son nom, est le bon. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Si vous basez tous les PSE sur des financements, sur l'argent, tel que ça a été dit dans le cadre, non pas du néolibéralisme, mais du capitalisme, parce que le néolibéralisme, c'est un capitalisme qui évolue. Donc, si nous adoptons comme élément des critères d'évaluation et d'action ceux-là, bien sûr, on sera tout à fait d'accord avec l'un et pas avec l'autre. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que le capitalisme? C'est l'accumulation du capital en de moins de mains. Très bien. Si nous appliquons l'argent particulier qui a donné naissance à ce régime, nous allons aller précisément dans le contraire de ce qu'est l'environnement, la protection de l'environnement et le développement de l'environnement, ou l'amélioration de l'environnement, ou le maintien de ce qui peut être. Donc, ce ne sont que des apparences dans le court terme, mais sur le long terme, ça n'aboutira qu'au contraire, parce que cet argent est basé sur une antinomie qui est celle de dire que l'argent, chose inerte, donc pas vivante, peut le devenir comme la vie l'est. C'est-à-dire qu'elle peut s'auto-reproduire, la vie, par division de cellules ou bien par reproduction sexuelle. Et donc, si l'argent prétend qu'il peut lui-même aller dans ce sens-là, c'est-à-dire s'approprier son contraire, lui qui est inerte, s'approprier la vie, en mettant, par principe, un intérêt qui fait qu'il s'auto-reproduit, puisqu'un intérêt c'est un ajout par rapport à ce que c'était, nous arrivons à une situation où l'argent est devenu son antinomie sans le dire, c'est un imposteur, et il veut financer de cette façon-là ce qu'il va prendre sur l'ensemble du vivant, donc contre l'environnement. Donc je crois que c'est à cela que ça se situe, et je pense que notre philosophe va pouvoir peut-être nous en parler, mais c'est ça le fond du problème. C'est le principe explicatif fondateur de la situation. Oui, si Julien Delors... Bon, oui, donc je vais remplacer la philosophe par un autre philosophe pour dire, voilà, on se relaie. Oui, non, on peut se référer à Orléans, à André Orléans sur l'Empire de la valeur. J'ai vu que ça avait été évoqué au cours du dernier colloque au mois de juin, puisque c'est dans la biblio. Mais tout ça pour dire que, évidemment, alors, l'argent, en fait... Le problème, c'est qu'il a montré, ce n'est pas quelque chose de neutre qui facilite un échange d'objets voilà, sur un marché là aussi neutre, où simplement il y aurait une offre, une demande, mais que l'argent appelle l'argent quelque part, et que c'est un processus, par un processus d'imitation, l'empire de l'argent gagne, même et l'argent, le fait de monétariser quelque chose, transforme la valeur même que l'on donne à un objet, la nature en particulier. Une fois qu'elle est monétarisée, sa valeur même, sa nature même en est elle-même modifiée. Donc, et la question qui se pose globalement dans ce que vous dites, c'est effectivement peut-être une grande quantité de l'argent qui est en circulation aujourd'hui, le capital aujourd'hui monétaire a ses origines dans le capital naturel qui a été exploité, voire parfois pillé dans les pays coloniaux, enfin à l'époque des colonies, etc., ce qu'on reproche souvent. Et je dirais ce capital monétaire aujourd'hui qui est dans une inflation assez folle et dans une concentration elle-même assez folle, comment aujourd'hui le remettre, on pourrait dire, au service de la nature qui l'a contribué à dégrader, et c'est là toute la question dans laquelle les paiements pour services écosystémiques ont évidemment tout leur intérêt, mais dont on voit qu'il est très difficile aujourd'hui de retransformer le capital monétaire, qui a sa propre logique, en un capital biologique, de biodiversité, de services écosystémiques, etc. La transformation, là, n'est pas du tout évidente, parce que ce qu'on peut voir aussi, c'est que longtemps, l'homme, au lieu de lutter, au lieu d'agir en faveur des services écosystémiques, a longtemps agi contre les 10 services écosystémiques, contre ce qu'on peut appeler des 10 services, c'est-à-dire des services négatifs. Et ça, je pense, c'est trop facilement passé sous silence, l'existence de services écologiques
négatifs, à savoir par exemple la présence des pathogènes, le fait que si pendant des siècles en France, on a asséché des marais, c'est parce qu'il y avait, ils transmettaient la malaria, parce qu'il y avait des anophèles, des choses comme ça, et que la plupart du temps, s'il n'y a plus de loups, c'est parce que les grands prédateurs étaient un service, si on veut, de la nature négatif contre les humains, et donc longtemps, je veux dire, l'homme a été façonné par des siècles, des millénaires même, de lutte contre les disservices écologiques. Et aujourd'hui, on essaie de transformer ça, alors qu'évidemment, il y avait un intérêt objectif, à la fois de celui qui luttait contre ces fameux, ce qu'on peut appeler des services négatifs, et qui, en même temps, leur apportait évidemment rapidement un positif en termes de bonheur ou de satisfaction de leurs préférences. Aujourd'hui, de passer au service inverse, de favoriser les services positifs de la nature, exige de changer complètement, là aussi, de point de vue sur la nature, ce qui est pas du tout évident. Donc voilà, on est obligé de faire un chemin complètement inverse à celui qu'on a effectué, notre civilisation a effectué pendant des siècles. Donc c'est très très problématique. Voilà, j'aurais d'autres choses à dire, mais je vais laisser la parole aux autres intervenants. Je crains de redescendre à des choses plus prosaïques. Je vais peut-être partir des bouquins d'André Orléans, parce que tout le monde a l'air de les aimer. Dans le bouquin sur la violence de la monnaie, pardon. Oui. Il y a une phrase qui dit la monnaie contient la valeur dans les deux sens du mot contenir, c'est-à-dire elle l'a en elle, mais elle sert aussi à la maîtriser. Elle le contient comme la carafe contient l'eau, pour éviter qu'elle se répande de partout. Et de ce point de vue-là, il faut voir, comment dire, on est en train de, je pense que Virginie a très bien dit, la question qui est posée, c'est de maîtriser le changement. Alors ça a été dit de façon beaucoup plus radicale en disant qu'il fallait inverser les dynamiques ou autre, mais c'est bien ça dont on parle. C'est-à-dire, on sort de siècles où le développement s'est basé sur la destruction de la nature, et depuis longtemps pour les précurseurs, mais depuis demi-siècle pour tout le monde, on se dit, il faudrait arriver à composer avec la nature plutôt que de la détruire. Donc ce qu'on veut, c'est piloter un changement. Pour piloter, pourquoi je dis piloter ? Parce que dans une société où il y a des gentils qui ont des valeurs éthiques profondes, qui respectent la nature et compagnie, et puis d'autres qui ont des valeurs plus égoïstes, je veux une grosse part du gâteau, on sait très bien qui gagne. Ça fait 3000 ans que ça dure, pourquoi vous voulez que ça change ? C'est-à-dire, si on attend du changement qui vienne des gentils, c'est juste de savoir comment ils seront exécutés. Je veux dire, quand l'Europe a rencontré l'Amérique, il y avait des gens qui avaient mieux appris que d'autres à maîtriser un certain nombre de choses, et donc après, ils étaient tout seuls, ils ont exterminé les autres. Donc, penser qu'on peut faire le changement en comptant sur un basculement des valeurs individuelles, c'est juste savoir qui on exécutera en premier, et donc je ne vous incite pas à être dans cela. Donc la question, c'est de savoir comment on fait tourner tout le bateau. Et pour faire tourner tout le bateau, il y a deux grandes façons. Il y a celle qu'on pourrait appeler celle des économistes néoclassiques, qui ont l'impression qu'on pilote tout avec le système de prix. Et donc les PSE sont le diverticule, peuvent être, le PSE, on l'a entendu toute la journée, ils sont bien autre chose que ça, mais les PSE peuvent être interprétés à cette lumière-là comme le bras de cette logique de coordination par les prix lorsqu'on veut s'intéresser à la conservation. Mais il y a une autre voie qui est beaucoup plus, économiste, ingénieur, changement politique, capacity building, qui est qu'on change en créant des lieux où on peut être créatif, c'est-à-dire où on peut avoir de nouvelles idées, tester de nouvelles choses et de nouvelles façons de faire, d'autres, tous les débats sur l'agroécologie, compagnie. On a ce truc-là, vous le rencontrez partout. Et donc, si on veut un changement heureux et équitable, etc., la question qui est posée, c'est comment faire les deux en même temps. Parce que si on fait que le premier, on écrase la possibilité, c'est ce qu'a très bien dit Virginie à la fin de son exposé, c'est-à-dire il ne faut pas, parce qu'on croit qu'on a trouvé le machin idéal, oublier de rester intelligent et de continuer à avoir des idées à côté. Et si on attend d'avoir des idées sans avoir de mécanisme de coordination de prix, ceux qui auront les bonnes idées, ils les emporteront dans la tombe. Donc ce qu'il faut, c'est avoir les deux en même temps, C'est-à-dire d'un côté des mécanismes de coordination qui donnent des primes et des bonus à ceux qui vont dans le bon sens, et de l'autre côté,
ne pas croire que la coordination par les prix, même avec des PSE, va rendre les gens créatifs et avoir de nouvelles idées et compagnie. Donc, il faut jouer dans les deux sens en même temps, et les PSE, il faut les voir de ce point de vue-là comme un mécanisme de coordination qui doit venir en plus. Non seulement il doit avoir de la supplémentarité biologique, il doit avoir de la supplémentarité sociale pour accompagner les lieux de création de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles façons d'avoir les transports, l'agriculture, l'industrie et les villes. Et j'en reste là. Je passe à la suite à qui la veut. Denis, on t'a pas entendu. Je sais pas. Enfin, moi, j'avais juste une petite remarque par rapport à ce que vous venez de dire. C'est qu'on a vu, qu'il y avait plusieurs exemples de PSE qui étaient déjà plus ou moins en place, enfin de méthodes qu'on pouvait qualifier de PSE qui étaient déjà en place. Et du coup, moi, je me pose la question justement, pour revenir là-dessus, de l'échelle au fait à laquelle on se place, l'échelle économique, l'échelle sociale. Donc voilà, si on parle de capitalisme, de l'intégration des PSE dans un système capitaliste, finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des échelles auxquelles ça marcherait mieux que d'autres, par exemple des échelles très locales, très régionales, comme on l'a vu par exemple avec le Cambodge, où là c'est plutôt des ONG, des ONG qui s'appliquent, qui appliquent des choses, des petits projets localement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce côté vraiment d'importance de l'échelle qui joue sur le fonctionnement ou pas de ce type d'outils? C'est une question que je pose, mais qui est peut-être très importante, je ne sais pas. Oui, alors, oui, sur le cas du Cambodge, ce que tu dis, c'est assez intéressant parce que, on voit que les projets qui justement ont du mal à aboutir, c'est ceux qui en sont à une échelle assez importante où il y a des enjeux beaucoup plus importants, comme en termes de répartition des coûts et des bénéfices. Il y a des enjeux beaucoup plus importants au niveau financier. Le RAID, il y a quand même des promesses assez importantes de manne financière, et c'est justement à ce moment-là qu'il va y avoir un besoin de politisation du processus beaucoup plus important. Et en tout cas, moi, dans ce que je vois dans le cas du Cambodge, c'est des projets qui vont absolument pas aboutir. On n'atteint même pas le stade de la mise en place. Ça reste au niveau politique, où il y a tout un tas de discussions à propos de quel mécanisme on met en place, quel type de répartition, des coûts et bénéfices ça va engendrer, qui va récupérer sa part du gâteau, et ça bloque complètement le processus. Alors bon, si on passe sur des projets beaucoup plus locaux, avec, on va dire, moins d'enjeux, là au moins ils atteignent le stade de la mise en place. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être efficaces ou quoi que ce soit, mais au moins on atteint ce stade-là, sinon ça a tendance à bloquer de ce que je vois. Si votre question c'est un peu sur la comparaison, par exemple si on prend RAID, je ne parle pas des projets RAID qui sont une anomalie. Fondamentalement au niveau de la négociation, c'est une sorte d'effet d'aubaine, et puis ça va probablement disparaître. Si vous prenez RAID, c'était conçu comme un système d'incitation pour les pays. Beaucoup de gens disent RAID c'est un PSE. Je pense que non, ils se trompent. Je pense que c'est la même logique, c'est le même principe effectivement d'incitation, mais que justement ça ne fonctionne pas pareil. D'abord parce que dans un PSE, à l'échelle locale, vous avez quelqu'un qui est peut-être dans une logique de comparaison des coûts relatifs, des prix relatifs, mais qui, en tout cas, il y a une unité de décision. C'est-à-dire le paysan, il choisit effectivement sa répartition et il va pouvoir agir. Tandis que déjà, au niveau des États, vous avez des processus de décision et qui sont extrêmement complexes. N'importe quel diplomate vous dira qu'on n'incite pas un État, etc. On a des tas d'exemples, que ce soit sur le foncier, etc. À la Banque mondiale, on le sait bien. Si les États faisaient ce qui est rationnel dans leurs intérêts, par exemple, au hasard, clarifier la propriété foncière, ils l'auraient fait depuis longtemps. Or, ils ne le font pas. Tiens, bizarre, pourtant ils ont intérêt à le faire. Donc il y a des processus de décision plus complexes, parce qu'il y a des intérêts, des arbitrages, des pressions, des lobbies, etc. etc. Donc ça ne fonctionne effectivement pas comme ça. Ensuite, il y a un niveau des relations internationales, c'est-à-dire que vous avez, après c'est d'autres débats, par exemple pour RAID, effectivement, on a bien un scénario de référence qui doit être proposé. Simplement, ce scénario, comme on est dans un système de gouvernance internationale, donc de négociation entre égaux, ce sont les pays qui vont faire des propositions. Le régulateur international de l'ONU pourra juste faire des commentaires sur sur le côté votre truc il est mal foutu, bien foutu. Et puis le pays pourra répondre pour l'instant ou pas. Il pourra dire effectivement je prends en compte vos commentaires, je révise mon scénario, c'est-à-dire je fais un scénario moins catastrophique par exemple, parce que comprenez que c'est bien le jeu. Le jeu c'est de dire ah là là si vous me payez pas ça va être terrible quoi, tout va être foutu. Donc le grand jeu c'est de prévoir le pire pour ensuite prétendre avoir évité le pire. En gros c'est ça RAID.
Les PSE, ça peut être comme ça aussi, mais voilà, les régulateurs. Donc il y a le système des régulations internationales qui fait que vous avez raison. Ça marche beaucoup moins, ce genre de système, au niveau international, à cause des relations internationales et à cause d'un certain nombre d'autres problèmes aussi, et ça marche mieux au niveau local, oui. Ouais, je voulais rapidement, avant de partir, je voulais repartir aussi, donc je vais dire un petit mot. C'est pas le scientifique qui s'exprime, là c'est plutôt le citoyen. Je pense dans votre question, pour moi il faut réfléchir à la question des articulations d'échelle. Effectivement, si on raisonne seulement en disant voilà j'ai un petit bassin versant, je vais régler le problème à ce niveau-là, le reste du monde va s'effondrer, mais c'est pas grave, j'aurai réglé mon petit problème. Ça effectivement, on va pas beaucoup avancer. Et donc, fort probablement, il faut réfléchir à... Alors ça, c'est déjà fait d'ailleurs, il ne faut pas y réfléchir, hein, parce qu'Alain conduit un projet là-dessus sur ce qu'on appelle les policy mix, c'est-à-dire comment combiner différents outils à différentes échelles. Et tout à l'heure aussi, je crois que c'est dans son exposé, où il évoquait les taxes sur les transports aériens ou d'autres, ou les taxes sur les produits financiers. Enfin, quand même, à un moment, il faudra y arriver. Si on veut concilier le beau discours qu'on a sur la violence de l'argent, blablabla, et les enjeux environnementaux, il va bien falloir y arriver à un moment ou un autre. Ou alors, bon, ben, comme dit Jean-Michel, je ne sais pas vraiment ce qui se passera, mais ça ne va pas être très drôle. Je pense que peut-être des questions, ou bien juste un petit élément sur les ONG et sur ces initiatives qui sont tout à fait louables. Mais il y en a beaucoup qui travaillent avec la Banque mondiale. Moi-même, j'ai travaillé à la Banque mondiale avec des ONG et j'ai travaillé dans des ONG également. Alors, une ONG, c'est une organisation non gouvernementale, mais qui doit être financée quelque part. Donc, elle fait quand même bien partie du système. Et je ne veux pas décourager, parce que les actions sont tout à fait bien intentionnées au sein du contexte de l'ONG. Tout à fait, tout à fait. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que c'est un élément qui vient comme un pansement ou une amélioration générale de la perception du général, et que ça vient, on pourrait peut-être comparer ça avec ce qu'il y avait au 19e siècle. Vous aviez l'aumône, vous aviez la commisération, vous aviez la possibilité, et aujourd'hui la possibilité de mettre de l'argent dans l'écuelle du SDF, ou pas, pour qu'il n'y ait pas de mouvements sociaux trop importants. Donc c'est certainement tout à fait justifié en soi, mais c'est une forme d'atténuation, c'est une pommade qu'on peut mettre sur une possibilité plus conflictuelle pour changer le système. Ça permet de ne pas le changer. Voilà, je propose ça. Et je pense que c'est un élément. Merci messieurs. J'invite le public et également tous les intervenants à continuer la discussion autour d'un verre et d'un petit toast. En tout cas, merci beaucoup à tous de votre présence jusqu'à la fin. Merci également aux intervenants, ceux qui ont fait le déplacement. On a eu des conversations, je pense, assez intéressantes et assez conciliantes là, en cette fin d'après-midi. Voilà, bon toast et bon verre. À tout de suite.